santé. Aujourd'hui, on va parler pédiatrie sociale. La pédiatrie sociale, c'est connu, mais plus ou moins, on ne sait pas à quoi ça sert, qui ça dessert, puis qu'est-ce que ça fait, quels sont les bénéfices d'avoir cette approche de soins dirigés vers les enfants. Donc, j'ai décidé de recevoir ce matin Maude Julien. Maude Julien est infirmière et directrice générale du Centre de pédiatrie de Lévis. Puis, elle va nous parler pour l'occasion, nous expliquer un petit peu c'est quoi la pédiatrie sociale. Bien, bonjour Maude. Bonjour, ça me fait plaisir. Donc, justement, si on y va avec ça, la pédiatrie sociale, c'est quoi au juste, si tu nous décris ça un peu? La pédiatrie sociale, c'est une grande définition. Hein. C'est une approche de médecine sociale intégrée. Ce que ça veut dire, c'est qu'on mélange la médecine, les services sociaux, tout ce qui concerne les droits des enfants. On s'adresse à des clientèles qui sont en contexte de très grande vulnérabilité, donc des clientèles des enfants 0 à 18 ans qui vivent dans des contextes de vie un petit peu inadéquats pour toutes sortes de raisons. Puis à ces enfants-là, on offre des services professionnels, notamment les médecins, les travailleurs sociaux, infirmières, éducateurs, psychoéducateurs. Il y a toutes sortes de sciences qu'on offre à ces enfants-là de médecine ou de services pour les aider à se développer, les aider à avoir les meilleurs outils pour faire face à la vie puis évoluer dans la vie. Quand tu parles de milieu inadéquat, tu mentionnes quoi? C'est de tout, hein. On va de l'abus, toutes les sortes d'abus, les grandes négligences, des enfants qui sont sous-stimulés, donc qui ne se développent pas adéquatement. Ce qui arrive, c'est que ces enfants-là entrent à l'école, n'ont pas les mêmes outils que les autres enfants, donc nous on dit ils partent un peu perdants, on doit leur donner les éléments pour qu'ils puissent rattraper les autres enfants. On doit aussi accompagner les parents parce que le travail, c'est aussi de travailler avec les parents et non seulement avec les enfants. OK. Donc, potentiellement, ces enfants-là n'ont pas des milieux de vie sains en tant que tels. Puis, ça donnerait quoi, là, demain matin, on laisse aller ces enfants-là dans ces milieux-là? Qu'est-ce qui... Tu sais, parce que là, on parle de pédiatrie sociale, puis peut-être donner à cette œuvre-là. Mais si on laisse aller des choses, des enfants comme ça dans leur milieu, etc., quel dommage que ça peut causer en tant que... pour les enfants? L'impact est très grand. Après ma barre, on connaît qu'il y a à peu près 25% des enfants au Québec qui ne reçoivent pas les services offerts par les systèmes, pour toutes sortes de raisons, qui sont propres aux familles, aux parents ou au système. Nous, on vient pallier à ce pourcentage-là en offrant des services. Si on n'accompagne pas ces enfants-là, on se retrouve avec un enfant, par exemple, à 5 ans, qui arrive en maternelle, qui a beaucoup moins de mots de vocabulaire qu'un enfant qui est issu d'un milieu stimulant, si on veut. Il est prouvé, on vient d'avoir les statistiques, qu'un enfant issu d'un milieu vulnérable a environ 800 mots de vocabulaire de moins qu'un enfant issu d'un milieu régulier. Donc, cet enfant-là, on lui demande la même performance, les mêmes exigences que n'importe quel autre enfant. Donc, on peut pas, il n'a pas les mêmes capacités. Donc, si on ne les accompagne pas, c'est un impact sur la vie de l'enfant au niveau de l'estime, au niveau de son développement, mais aussi pour une société. Ça, c'est immense en termes de coûts là, pour la société. Et l'approche, dans un cas comme ça, l'approche médicamenteuse n'est pas suffisante. Non, c'est beaucoup de travail. De là, l'équipe, hein, on travaille en équipe interdisciplinaire. De là, tous les forces des membres de l'équipe d'aller offrir les services pour stimuler cet enfant-là, pour accompagner aussi le parent à offrir les outils à son enfant, puis à le guider, puis à lui tenir la main tout le long du processus. Donc, oui, il y a le médecin qui est toujours présent aux rencontres, mais il y a tout le reste de l'équipe qui va se greffer puis qui va offrir les services dans ces cas-là. Parce que c'est un stress au développement d'être dans une famille qui, comme on dit, n'a pas un milieu stable. Oui. Nous, on les catégorise, les stresseurs toxiques, c'est intéressant parce que oui, on appelle ça des stresseurs toxiques. C'est un grand mot, mais en même temps qui veut dire qu'il y a beaucoup d'éléments dans la vie de cet enfant-là, que ce soit un manque d'amour, un manque d'affection, que ce soit un manque de nourriture sur la table, un manque de vêtements, un logement insalubre. Tout ça devient un stresseur toxique. Puis dans le développement de l'enfant, dans le développement de son cerveau, il est prouvé scientifiquement que le cerveau ne se développe pas de la même façon pour un enfant qui vit dans ces conditions de stress toxique-là. Donc, c'est des données qui sont très importantes puis qui nous guident puis qui guident nos interventions pour ces enfants-là. C'est sûr que dans un monde idéal, on voudrait tous les voir très précocement pour pouvoir les accompagner. Par contre, on les accueille, peu importe où est-ce qu'ils sont. Oui, effectivement, on les accueille où est-ce qu'ils sont, peu importe où est-ce qu'ils sont entre 0 et 18 ans, pour vraiment les emmener à réaliser leurs rêves ou leur potentiel. Fait que si je comprends bien, ce milieu-là qui n'est pas stable, manque d'argent, manque de nourriture, famille instable, etc., ça amène
une diminution de la capacité du développement potentiel de l'enfant. L'enfant pourrait se retrouver dans un milieu qui est sain, qui va très bien, puis il pourrait définitivement atteindre son plein potentiel, tandis que ces enfants-là peuvent avoir le même talent, sauf qu'ils sont comme dans des milieux, je dirais, défavorables pour justement apprendre. Pour et à ce moment-là, ils deviennent un peu en retard, mais pas par leur faute, mais par l'environnement. Par l'environnement, c'est l'exemple le plus simple, c'est si on est dans une famille où est-ce qu'il y a, par exemple, des conflits dans le couple, puis les conflits sont assez importants où est-ce qu'il y a des épisodes de violence, par exemple, l'enfant, le jour à l'école, il pense pas à apprendre, il pense à sa maman qui est à la maison, qui est peut-être en train de se faire blesser, il sait pas si quand il va revenir, sa maman va être là, donc il y a énormément d'autres préoccupations, cet enfant-là, dans sa vie, que d'apprendre. Il faut qu'on... Il est en mode survie. Effectivement, il est en mode survie. Donc, c'est un peu l'accompagnement que nous, on veut offrir à cet enfant-là, mais aussi à cette famille-là. Comment on peut en arriver à diminuer ou à minimiser l'impact de ce qui se passe pour que l'enfant se développe le mieux possible. Puis là, de ce que tu me décris jusque-là, c'est quand même assez complexe comme milieu, etc. Il y a plein de façons de soigner dans la société. Pourquoi avoir choisi la pédiatrie sociale en tant qu'infirmière? Tu aurais pu être ailleurs. Dans un hôpital. Etc. Je pense que depuis que je suis toute petite, je me fais un heureux plaisir de dénoncer, entre autres, les injustices de ce monde. Moi, je trouve inacceptable qu'on ait des enfants qui se retrouvent dans des situations dans leur vie qui ne leur permettent pas de se développer au même pied d'égalité, si on veut, qu'un enfant issu d'un milieu régulier. J'ai toujours une pratique un petit peu plus différente, un petit peu plus marginale, puis en même temps, un petit peu comme Obélix, je suis un peu tombée dans la potion quand j'étais petite. Donc, c'est sûr que ça allait de soi. Jeune, on a voyagé, on était allé en Afrique et tout, on a été conscientisés un peu aux inéquités sociales, aux classes de la société. Puis je pense que je me suis fait un devoir de vouloir reproduire un peu ça, puis vouloir dénoncer tout ça, accompagner ces gens-là. C'est tellement gratifiant et valorisant. Ces gens-là nous disent... tu vois des résultats. Vraiment. Tu sais, les familles, je les croise à l'épicerie, puis elles me disent... tu sais, bon, il n'y a jamais personne qui a pris le temps de nous écouter puis de nous considérer en tant qu'être humain. Enfin, on a une écoute pour ça. Fait que ça devient très valorisant. On voit l'évolution chez les enfants aussi, on voit tout ça. Donc, c'est un peu... je pense que c'est un peu mon petit côté rebelle qui a fait que je me sens de l'art pédiatrie sociale. C'est bon. Super. Puis là, justement, il y a une guillotine d'organiser le 17 décembre prochain, que Clinique Réseau Force Santé a justement décidé de s'impliquer pour l'organiser au Mail de Cap-Rouge. En fait, pourquoi Clinique Réseau Force Santé a choisi la pédiatrie sociale? C'est qu'il y a une similarité, on ne soigne pas les mêmes populations peut-être, mais il y a un désir de mettre les intervenants de la santé, les professionnels de la santé, mettre leurs forces en commun pour créer encore plus de valeur pour le patient qui est au centre des interventions. Puis c'est un peu ce que tu fais avec la pédiatrie sociale, l'enfant est au centre. Et puis, s'il était pris individuellement par chacun des professionnels de la santé, il nous manquerait des pièces de puzzle, si je comprends bien. On travaille tout en silo à ce moment-là, alors que là, on met les forces de tout le monde en commun, avec un objectif en commun aussi. Puis tout le monde travaille à faire évoluer l'enfant à développer son plein potentiel. À un autre niveau, exactement. Tout à fait. Fait que c'est pour ça que Clinique Réseau Force Santé a décidé de s'impliquer dans cette collecte de fonds-là qui va avoir lieu même de Cap-Rouge le 17 décembre. On va faire quand même quelque chose de festif. Je ne vais pas juste collecter des dons, mais on va avoir les lauréats de Cap-Rouge, puis et du Kazoo et plein d'autres intervenants qui vont venir donner des entrevues, etc. Donc, c'est ça, je vous invite vraiment là, le 17 décembre à venir à cette collecte de fonds-là qui va être le fun et qui est organisée pour la pédiatrie sociale, entre autres de Lévis et de Québec. L'idée, c'est de faire la différence pour ces enfants-là dans le temps de Noël. Pas juste dans le temps de Noël. À l'année. Mais disons qu'on donne un coup à Noël. Oui. Alors, c'est ça, de ce côté-là. Écoute, Maude, je te remercie beaucoup pour cette belle entrevue-là. J'espère suite à cette entrevue-là, que vous allez tout de suite donner en ligne. C'est possible de le faire. On vous donnera l'adresse en dessous. Mais autrement, j'espère que vous avez mieux saisi le pourquoi de la pédiatrie sociale. Pourquoi c'est important de s'occuper de ces enfants-là. Parce que si on ne s'en occupe pas, c'est notre relève. Hein? Puis en plus, on dit que le taux de natalité est à la baisse. Donc quand on en perd, on perd encore plus de relève, etc. Donc c'est important vraiment de donner la chance à ces enfants-là
Mm-hmm. de développer leur plein potentiel. Ouais. Qui sait, ils seront peut-être des premiers ministres un jour. On ne sait jamais, ça va être nos voisins, ça va être les gens qu'on va côtoyer. Ben, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et puis je vous dis à la prochaine pour une autre capsule de Clinique Réseau France Santé. Merci. Merci.